Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans Question d'actu spéciale Atlantic Dialogues qui en est cette année à sa 14e édition sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Les Atlantic Dialogues qui se tiennent ici au campus de l'Université Mohammed VI Polytechnique à Rabat. Les Atlantic Dialogues, c'est ce forum international qui réunit des décideurs politiques, des experts du monde académique, économique ou encore diplomatique pour discuter des sujets d'actualité du Grand Sud. C'est d'ailleurs à l'initiative du think tank marocain Policy Center for the New South. Alors, plusieurs centaines de personnes sont donc réunies ici pour débattre des sujets qui ne touchent pas simplement l'Atlantique, mais tout le Sud global. S'agit-il de tensions géopolitiques, de changements politiques, notamment sur notre continent, sans oublier les tensions au niveau commercial, cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Il y a aussi le changement climatique, bref, autant de tensions qui poussent la réflexion qui se fait ici à Rabat, donc à l'occasion de cette 14e édition des Atlantic Dialogues. Et c'est aussi aujourd'hui, lors de ce premier jour de ces 3 jours de forum, qu'a été révélé ce livre, Les Atlantic Currents, qui en est à sa 12e édition. Plusieurs chercheurs ont contribué à faire une lecture des différentes parts de ce Sud global pour comprendre davantage les dynamiques d'ordre géopolitique, politique ou encore économique. J'ai l'immense plaisir pour parler des Atlantic Dialogues, des Atlantic Currents, mais aussi des sujets chauds d'actualité. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui 2 Senior Fellows, Policy Center for the New South. J'ai d'abord nommé, et c'est une excellente, extrême joie de l'avoir avec nous, c'est Mohamed Lolishki. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Merci aussi de nous recevoir ici au Policy Center for the New South. Merci pour l'invitation. Vous êtes toujours la bienvenue. Merci beaucoup. Et c'est une immense joie aussi pour moi que d'échanger avec un autre grand expert de ce think tank marocain. Il s'agit de professeur Abdelhak Bassou. Bonsoir, professeur Bassou. Bonsoir, Khadija, et merci. Merci à vous de répondre à nos questions. Tout d'abord, pour nos téléspectateurs, pour les rapprocher davantage de l'esprit de ces Atlantic Dialogues, si on devait le résumer, qu'est-ce que les Atlantic Dialogues, professeur Lolishki? Bon, l'Atlantic Dialogue, il procède, je pense, d'un constat de la part du Policy Center for the New South et de celui qui a eu cette vision pour le mettre en place, c'est celle de tirer la conclusion de cette sorte d'exclusivisme de la relation entre les États-Unis et l'Europe, et qui fait que l'Atlantique, lorsqu'on parle de l'Atlantique, il est réduit uniquement à cette dimension. Ça veut dire que le Sud, je dis l'Afrique et l'Amérique latine, étaient sinon oubliés, au moins marginalisés dans la réflexion et même dans l'action et la projection de la fonction internationale. Donc, lorsque le Policy Center s'est intéressé à cette dimension atlantique du Maroc, il l'a fait justement avec cette intention de combler un vide en matière de réflexion, en matière d'analyse, mais en matière d'une prise de conscience qui serait appropriée non seulement par les Africains atlantiques, mais également au niveau du Sud par les Latino-Américains, et nous l'espérons aussi par les Européens et les Américains, qui vont voir un intérêt quand même à s'ouvrir sur ce Sud qui est en train de se développer, qui est en train d'émerger. Professeur Bassou, je vous poserai la même question et l'évolution aussi des Atlantic Dialogues depuis leur création. Oui, enfin, difficile de trouver une définition de Atlantic Dialogues, après ce que c'est Lolishki vient de dire. Mais je dirais peut-être que 2 choses. Atlantic Dialogue, c'est l'enseigne d'une communauté qui a été créée le long de ces 14 éditions. Nous pouvons dire aujourd'hui que c'est une enseigne qui rassemble une communauté. C'est aussi le label d'une culture qui s'est construite au sein de cette communauté. Et s'est construite au sein de l'océan Atlantique. Mais l'océan Atlantique, tel qu'on l'a connu depuis la Deuxième Guerre presque jusqu'à nos jours, ça se résumait un peu dans l'Alliance Atlantique, une alliance militaire
Et peut-être que ces 14 éditions de dialogue atlantique nous ont appris qu'il faut aujourd'hui, peut-être pour comprendre l'Atlantique, croiser l'axe sud-nord et l'axe est-ouest. Ça va nous donner 4 parties. Si on croise 2 axes, ça donne un peu 4 espaces. Un espace nord-ouest, qui sont aujourd'hui, qu'on peut résumer aux États-Unis. C'est à peu près les États-Unis. Comment les États-Unis comprennent l'océan Atlantique? Eux qui sont un peu la puissance de 2 océans. Pacifique et Atlantique. Alors si on prend le côté nord-est de l'Atlantique, c'est l'Europe. Est-ce que l'Europe a pris conscience de son atlanticité ou pas en dehors de l'OTAN? L'Europe se conçoit comme Atlantique, mais au sein de l'OTAN, est-ce que... Se concevait dans l'histoire, déjà. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Europe comprend, peut-être qu'on viendrait dans la discussion à cette chose, qu'en fait, l'avenir de son atlanticité, il est de regarder un peu au sud. Et j'en arrive donc au sud-est, qui est l'Afrique aujourd'hui. On parlera peut-être du processus des États d'Afrique atlantique, qui était... et de l'Amérique latine, qui, dans son Atlantique, est en train de penser est-ce qu'il va se débarrasser de la doctrine Monroe, donc de cette tutelle des États-Unis sur est-ce qu'ils vont avoir leur Atlantique, est-ce qu'ils vont le penser avec leur... Est-ce qu'il n'y a pas surtout un retour des États-Unis vers cette politique Monroe aussi? Donc nous avons parlé de communauté, de culture, peut-être que dans la discussion, on développera un peu mieux. Alors, dans la discussion, justement, chaque année, et c'est vraiment une référence, ces publications de manière générale, sans vous jeter des fleurs au Policy Center for the New South, que ce soit les Policy Papers ou aussi les différentes publications, dont les Atlantic Currents, ce sont vraiment des références pour y voir plus clair, de manière beaucoup plus précise, des événements qui jalonnent notre temps, qui soient d'origine endogène, exogène, qui soient économiques, politiques, géopolitiques. Bref, ces Atlantic Currents, cette année, ont choisi cette thématique de l'Atlantique large, de Wider Atlantic, comment construire des partenariats à l'ère de l'instabilité. D'abord, un commentaire, parce que vous êtes l'éditeur de ce gros ouvrage qui a, rappelons-le aussi, rassemblé plusieurs chercheurs des 4 coins du monde. Parlez-nous davantage de cette 12e édition des Atlantic Currents, professeur Lolichki. Oui, alors cette nouvelle édition vient enrichir en quelque sorte les 11 qui l'ont précédé. Si on fait une petite moyenne quand même de 20 contributions par édition, on arrive à quelque chose comme 300 articles, 300 analyses qui sont faites par des experts des 4 régions de l'Atlantique. Et cette année, nous avons essayé d'innover en ajoutant à des contributions de ceux qui viennent des pays atlantiques, des contributions de chercheurs n'appartenant pas à des pays atlantiques, mais qui ont une vision atlantique. Parce qu'on avait besoin quand même, on ne peut pas rester en famille entre nous et à réfléchir entre nous. On a toujours intérêt à laisser quelqu'un d'autre voir avec la distance et avec cette immunité contre les biais qu'on peut avoir, à peut-être nous ouvrir un peu les yeux sur certaines réalités. Là, le grand avantage, la valeur ajoutée de ce genre de ces éditions, c'est de croiser un petit peu les visions et de croiser les analyses. C'est également d'essayer d'identifier quelles sont les bonnes pratiques qui sont faites dans d'autres régions du monde. En Amérique latine, des exemples d'intégration qui ont réussi dans certains domaines. Par exemple, des politiques d'augmentation de la productivité agricole, par exemple au Brésil, qui peuvent bénéficier avec l'apport de l'OCP et avec l'apport de le Maroc à certains pays africains, par exemple dans le Sahel. Et donc, cette sorte de recherche de complémentarité, qu'elle soit bilatérale, intercontinentale ou qu'elle soit trilatérale,
c'est un peu l'une des valeurs ajoutées de ces courants atlantiques. Lorsqu'on parle de courant, on a peut-être un peu la frousse parce que les courants peuvent vous emporter, mais nous voyons quand même ici des courants qui peuvent amener des mouvements, amener de la dynamique et peut-être même, on peut le souhaiter, amener de la richesse et de la prospérité. Et ramener un peu plus d'intégration. Un peu plus, absolument. Malgré les distances, mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec la connectivité qui se développe à 10 000 à l'heure chaque jour, je pense que nous vivons dans une ère où l'intelligence artificielle peut nous aider si on l'utilise sciemment et intelligemment. Je pense qu'il peut nous permettre d'avaler des distances et d'économiser un peu beaucoup d'énergie, que ce soit sur le plan financier ou sur le plan de la réflexion. Très bien. Alors, nous allons certainement revenir à d'autres conclusions de ces Atlantic Currents ou courants atlantiques, comme vous l'avez si bien traduit. Professeur Bassou, quand on parle de courants, notamment en ce qui concerne notre continent, et c'est d'actualité parce que l'émission s'appelle Question d'actu, oui. Et puisque nous parlons de cette façade atlantique de l'Afrique, on voit quand même que politiquement, ça ne va pas très bien partout. Je m'explique. En l'espace de moins de quelques semaines, 2 semaines, un coup d'État en Guinée-Bissau et un coup d'État avorté au Bénin. Pourquoi ? Question très... pourquoi cela touche aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest, pour ne pas dire l'Afrique francophone ? D'abord, c'est les 2 coups d'État, je crois que ça se place dans la suite des autres coups d'État. Donc, je crois que depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, ces 5 dernières années, on en a eu, je crois, 8 ou 9 donc, qui se sont suivis. Et il y a peut-être ce spillover, si l'on veut. Donc, dès que ça se passe quelque part, dans un noyau, ça commence à s'étendre, à déborder un peu dans les autres. C'est l'apparence. On croit que quand ça arrive ici, bon, il y a le spillover, c'est une théorie. L'autre, c'est que les raisons de ces coups d'État se répètent un peu partout. Donc, ce sont presque les mêmes régimes, avec des personnes donc, qui durent un peu plus que le temps dans leur fauteuil de leader, avec des populations, donc des états de précarité, si l'on veut, socio-économique. C'est pas dans tous ces pays, il y a à peu près le même diagnostic, si l'on veut, des États absents. L'État, en tant qu'institution absente, vous la trouvez dans la capitale, mais pas ailleurs. Quand vous parlez d'État absent, c'est les services, c'est la sécurité. Enfin, quand je dis les services publics, santé, école, etc. C'est tout ce qu'un État peut offrir. Oui. Dans tous ces pays, que vous prenez les pays de l'AES, que vous prenez le Tchad, que vous prenez les Guinées, que vous prenez le Bénin maintenant, que vous prenez... Dans tous ces États, l'État se réduit à la capitale. Dans toute la périphérie de la capitale, il n'y a rien. Et donc, la population voit que l'État ne lui donne rien du tout, ne lui offre rien du tout. Donc cette question d'allégeance, d'obédience, on se demande pourquoi moi je vais prêter allégeance à un État qui ne me donne rien. Et dans ce paysage de conflit entre société et État, les militaires se trouvent un peu la marge pour pouvoir intervenir. Ça légalise presque, ça légitimise presque les interventions militaires. Maintenant, ces coups d'État, ils sont bons, ils sont mauvais. C'est quoi ? Parce qu'on nous dit que ce n'est pas démocratique. Démocratie, c'est quoi ? Il ne faut pas oublier qu'on est en Afrique, que ces questions de valeurs occidentales sont arrivées avec la colonisation. Mais qui gouvernait avant les tribus africaines ? C'était charisme, c'était le sage, la tribu charismatique, exact. Ou la tribu guerrière. Donc,
le pouvoir du militaire dans les traditions des tribus, le pouvoir du militaire n'est pas tabou. Ce n'est pas quelque chose qui ne marche pas. Et donc, comprendre ou ne pas comprendre ces coups d'État qui sont en train de se... Maintenant, il y a une question. Pourquoi dans la partie francophone? Absolument, c'était ça, en fait, aussi une partie de ma question. Vous savez que la colonisation anglaise et française diffèrent. Oui. Les Anglais laissaient au peuple, aux populations, si vous voulez, leur manière de se gouverner. Les Anglais n'assuraient qu'une sorte de protectorat qui leur permet donc de prendre ce qu'ils veulent prendre économiquement ou stratégiquement. La colonisation française a essayé de changer, si vous voulez, les traditions, a essayé de changer ce qui se passe, ce qui existe. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la rébellion, si vous voulez, des populations est les plus remarquée et les plus intense dans le côté qui a été colonisé par la France, parce que les gens veulent revenir que dans le côté... Deuxièmement, et je ne sais pas à quel point c'est vérifiable, peut-être que le côté français n'a pas tellement abandonné ses anciennes colonies. Il y a un esprit qui aujourd'hui peut-être est en train de se dissiper, mais qui veut qu'il y ait une sorte de prolongement, si vous voulez, de la colonisation, de la colonisation dans les colonies françaises, ce qui a un peu soulevé les populations. Et quand ces populations se soulèvent, c'est la fenêtre, c'est l'opportunité d'intervention pour les militaires. C'est aussi l'opportunité d'intervention pour les groupes terroristes. Parce que l'absence de l'État que vous évoquiez tout à l'heure, c'est un facteur même de prolifération des mouvements séparatistes, extrémistes. Notamment, vous avez évoqué le Sahel, mais c'est en train aussi de prendre forme et racine dans d'autres régions, notamment en Afrique de l'Ouest. Oui, de toute façon, si vous voulez, le mur de protection entre les sociétés, les États, les pays et la déstabilisation, c'est l'État. Oui. Quand l'État arrive à s'acquitter de son régalien, de ce qu'il doit donner, sécurité, santé, éducation, travail. Quand l'État arrive à donner ça, il fait son régalien, il n'y a pas de fenêtre pour la déstabilisation. Or, que ce soit les coups d'État, ou que ce soit les mouvements subversifs, ou que ce soit les mouvements terroristes, ils ne peuvent pas atteindre un corps sain, un État sain. Un État sain, c'est un État qui arrive à assurer son homogénéité sociale. Quand un État n'arrive pas à assurer cette homogénéité sociale, si vous voulez, cette solidité, cette résilience, terrorisme, subversion, coup d'État, tout peut entrer, même la criminalité organisée. Même des puissances étrangères. Oui, nous parlons... Pour ne citer que la Russie, par exemple. Enfin... Nous parlons aujourd'hui beaucoup de terrorisme, de choses, mais nous oublions la criminalité organisée. Certains pays africains sont presque gouvernés par des cartels. Et là aussi, c'est parce que l'État n'est pas arrivé à créer un corps solide, uni, résilient. Quel impact, professeur Lolichki, quel impact sur cette vision de l'Afrique atlantique, ce qui est en train de se passer en Guinée, au Bénin? Ce sont des pays quand même riverains du littoral atlantique. Je pense que c'est là c'est là tout le secret de l'initiative royale atlantique, tout simplement. C'est-à-dire que Sa Majesté est partie du constat que les pays du Sahel sont fragilisés par le changement climatique, ils sont fragilisés par la détérioration de la situation sécuritaire parce qu'ils ont vécu des conflits, etc., etc. Et que jusqu'à présent, on a essayé uniquement de traiter la blessure et on n'a pas essayé de faire en sorte de prévenir que d'autres blessures viennent. Alors, je pense que l'initiative royale consiste à lier un peu la sécurité au développement. C'est ce qu'on appelle le nexus sécurité et développement.
Si vous voulez qu'un État puisse sortir d'un conflit ou d'une situation de déstabilisation ou d'instabilité, si vous voulez qu'elle s'oriente résolument et irréversiblement vers la stabilité, ben vous devez l'aider à ce qu'elle puisse procurer, comme l'a dit Abdelhak, procurer les services publics élémentaires de base à la population. Pourquoi les groupes militaires trouvent un peu de la popularité? Parce qu'en l'absence de l'État, ce sont eux qui pourvoient à ces services publics élémentaires. Et à partir du moment où un groupe militaire ne maltraite pas, ne torture pas la population civile, et à partir du moment où il arrive à pourvoir aux besoins, il devient beaucoup plus populaire que l'État central. Et donc, c'est là un peu le secret. Bon, si vous me permettez de revenir un peu à la situation que Abdelhak a abordée, je pense qu'il y a également, peut-être, il y a deux éléments. Le premier élément, c'est que je pense que la population a expérimenté presque tout l'éventail des partis politiques et des coalitions qui existent depuis l'indépendance. D'accord ? Bon, leur constat, c'est que c'est bonnet blanc, blanc bonnet, en quelque sorte. Et donc, ils se sont dit, pourquoi ne pas donner une chance à cette armée ? Et là, le moyen, il a le monopole de la dissuasion, d'accord ? Elle peut mettre un peu de l'ordre, et puis par la suite, on peut avoir des élections. Deuxième élément, ça c'est uniquement un point de vue personnel, je pense que l'idée de condamner le même jour ou le lendemain un coup d'État par une organisation soit régionale, soit internationale, a démontré que c'était une mauvaise politique. Parce que, à partir du moment où vous condamnez un acte, dès qu'il arrive, vous antagonisez tout simplement et vous fermez la porte à toute possibilité de dialogue. Par contre, lorsque vous décidez un petit peu d'être plus pondéré et de laisser venir un petit peu et de voir pour un peu évaluer les choses, je pense que vous pouvez ouvrir des canaux de dialogue et vous avez un peu plus de chances de trouver un compromis. Est-ce que vous pensez que ces institutions, nommons-les en tout cas, que ce soit les institutions, enfin les groupements économiques régionaux, pour ne citer que la CEDEAO avec les sanctions qui ont été affligées aux États du Sahel, aux États de l'actuel AES, on a aussi l'Union africaine, donc, qui, dans sa charte, a prévu justement cette anticonstitutionnalité de la prise de pouvoir. Donc, sont-elles réellement au service des populations des régions qu'elles représentent, que ce soit les groupements économiques ou plus globalement l'Union africaine? D'ailleurs, la question a été soulevée ce matin à très très juste titre. Ces institutions régionales sont-elles à même de répondre aux urgences des régions qu'elles couvrent? Pour ne citer que l'Union africaine. Pour les régions économiques, elles souffrent de beaucoup disons, je dirais pas de tard, mais de faiblesse, beaucoup plus pour être un peu plus diplomate. Diplomate un jour, diplomate toujours, presque, monsieur l'ambassadeur, n'est-ce pas? Presque toujours. Moi, quelle était la question? Sur l'Union africaine. L'Union africaine, vous savez, on donnait les CORAS comme étant l'exemple le plus brillant d'une organisation régionale qui a vraiment réussi. Mais je pense qu'aujourd'hui, la structure même de la gestion des conflits en Afrique mérite un peu d'être revue. Un. Deux, vous avez toujours une influence d'une puissance régionale qui peut faire évoluer la décision d'une commission économique régionale dans un sens comme dans un autre. Lorsque je vous ai parlé un peu de la condamnation un peu précipitée, je n'ai pas uniquement visé les organisations africaines. J'ai visé également l'Union européenne, j'ai visé également les Nations unies. C'est une erreur que
S'agissant de gens qui viennent de faire un coup d'État, etc., etc., je sais que ça n'est pas... c'est quelque chose qui est complètement condamnable, mais l'Afrique a complètement changé. C'est une autre conjoncture, c'est un autre contexte. Mais l'Union africaine n'a pas changé. Il faut avoir des instruments... Parce que vous m'interpellez, et là je parle justement à l'ambassadeur. Non, mais je ne veux pas interpeller, il voulait ajouter quelque chose. Oui, mais Sébastien. Mais je reviendrai à ma question, certainement. C'est surtout sur ces questions d'organisation régionale, que ce soit l'ECOWAS, la CEDEAO ou l'Union africaine. D'abord, est-ce que le découpage qu'on en a fait, je crois, dans les années 70 pour créer ces groupements régionaux, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Afrique australe, est-ce qu'aujourd'hui, ça va encore, ça fonctionne encore? Ça a été découpé en fonction de quoi? Parce que si vous voulez rassembler des pays entre eux, si on les rassemble, c'est pour sauvegarder des intérêts communs ou pour repousser des menaces communes qui pèsent sur l'ensemble. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ces groupements de pays tels qu'ils ont été constitués répondent et aux intérêts et aux menaces qui pèsent sur les États? Je crois qu'ils sont un peu dépassés. C'est un peu... Je crois que c'est un peu l'avenir qui est ouvert devant l'initiative atlantique, qui est ouvert devant l'initiative de désenclavement du pays du Sahel. Il y a la géographie et la géographie, c'est une réalité. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait géopolitiquement? L'initiative atlantique, les 23 pays, ils existent. En géographie, c'est une réalité. Mais qu'est-ce qu'on en fait en matière de géopolitique? Sahel et Atlantique, ça existe aussi géographiquement. Qu'est-ce qu'on en fait au niveau géopolitique? Et je crois que c'est là où il faut peut-être repenser même ces questions. Quand on en vient à l'Union africaine, c'est 54 pays. Comment pouvons-nous trouver un consensus pour un sujet quelconque, que ce soit pour les coups d'État ou les constitutions ou l'économie? Ou les suspensions d'entités fantômes. Alors que on voit que l'Union africaine même, est-ce qu'elle répond aux normes internationales? Est-ce qu'elle s'exige aussi certains standards de régularité par la Charte des Nations Unies, par exemple? Il faudrait vraiment qu'ils reviennent à des conceptions. Je crois que l'Union africaine, l'ancienne OUA et tout ça, les idées sont panafricaines. Or, aujourd'hui, il faudrait peut-être penser l'africanité, pas le panafricanisme. C'est un grand débat. Pas le panafricanisme, il faut penser l'africanité. Et quand on pense l'africanité, elle est divisible. On peut penser les africanités et donc on reviendrait aux ensembles régionaux qui peuvent mieux régler le problème. Mieux régler le problème, il faut une certaine sagesse, c'est-à-dire que ce n'est pas la manière dont le Nigeria a agi au Bénin en amenant ses avions, ses troupes et tout. C'est ce qui risque de créer un nouveau problème aujourd'hui entre le Bénin et le Burkina et entre le Burkina et le Nigeria. Donc il y a des manières d'agir, il y a des manières de faire, mais il y a surtout un redécoupage à faire en fonction des intérêts à engranger ou des menaces à repousser. L'Union africaine, elle a été créée, d'accord? Elle a connu sur le plan structurel une expansion extraordinaire. Pourquoi? Parce que l'Union africaine, je ne parle pas de l'Union africaine, a voulu en quelque sorte mimer l'Union européenne. D'accord? Et pour imiter quelqu'un, il faut avoir le même statut. Or, l'Union européenne, c'est une organisation supranationale. C'est une organisation dans laquelle les États membres ont décidé de déléguer une partie de leur souveraineté. L'Union africaine, elle est incapable de songer même à faire quelque chose comme ça. Malgré tout, on essaie de copier les structures. Et on a, sur le plan textuel, on a tout. On a des plans d'action, on a des stratégies dans tous les domaines, etc., etc. Qu'est-ce qui n'a pas changé? L'esprit et la culture.
Un chef d'État africain n'accepte pas qu'une institution, que ce soit la Commission ou autre chose, lui impose quoi que ce soit. Il claque la porte et il sort, ou bien il impose une décision et il sort, et c'est tout. Pour qu'une organisation puisse évoluer, elle doit être à l'image de la société qu'elle représente. Et pour cela, il faut qu'il y ait une culture de la démocratie et il faut croire en les institutions et non pas nuire à leur crédibilité. Voilà. Je voudrais revenir aussi sur ce concept de stabilité dans la région. Et pour reprendre les termes du souverain dans son discours prononcé juste après le vote historique de cette résolution 2797 le 31 octobre dernier, il y a un avant et un après 31 octobre. Que change cela à cette perspective de stabilité de la région vis-à-vis de ce que disait tout à l'heure, vis-à-vis des Amériques, vis-à-vis de l'Europe aussi, professeur Lolishki? Je pense qu'après le 31 octobre, la question de la souveraineté a été tranchée. Donc, en principe, la situation s'est stabilisée. Il reste uniquement à se mettre d'accord à l'intérieur des contours de l'autonomie. La question de la souveraineté est tranchée, elle n'est pas dans le débat, tout simplement. D'accord? Donc, ce qui va venir à droite et à gauche, ce sont des améliorations d'un statut d'autonomie, pas d'autre chose. D'accord? Ça ne sera pas, et ça ne sera pas accepté, je pense, s'il y a une logique, on pourra accepter un projet qui va au-delà des paramètres de l'autonomie, qui puisse introduire des éléments exogènes à la logique de l'autonomie. L'autonomie a sa logique. En quoi elle consiste? Trancher la souveraineté, partager, faire une dévolution des compétences. Voilà ce que le gouvernement central va garder, voilà ce que la région va avoir. Voilà les structures de l'État central, voilà les structures de la région autonome qui doivent, dans tous les cas, sur le plan de législatif, exécutif, constitutionnel, sur le judiciaire, respecter les grands paramètres qui gèrent l'État central au niveau du Royaume du Maroc. Professeur Basson. Il y a peut-être, oui, l'avant et l'après 31 octobre. Vous savez qu'en stratégie militaire, on parle de deux choses. Quand il y a quelque chose qu'on a perdu, il faut la réacquérir. Donc on est dans une position offensive d'acquisition ou de réacquisition. Une fois acquise, on change de position, on est dans la position défensive de la conservation. Acquérir, réacquérir et conserver. Donc avant le 31 octobre, on a été dans l'esprit marche verte, celui de la réacquisition d'un bien que nous avions perdu. Le 31 octobre, on l'a récupéré. Nous sommes dans l'après 31 octobre, et nous sommes plus dans une stratégie de conservation. Je crois que c'est comme ça que je vois un peu les avant et après. Sa Majesté a jugé qu'avec la 2797, la question est résolue. D'ailleurs, elle est résolue. Parce qu'aujourd'hui, les Américains reconnaissent dans tout leur accord la partie saharienne du Maroc. Les Européens, donc, la reconnaissent dans toutes les... Le problème maintenant, c'est-à-dire le statu quo qu'on disait est en train de se transformer en solution définitive finale. Mais vous avez parlé de jargon militaire, mais on se demande bien, l'une des parties principales de ce différend régional, comment elle va réagir justement à cette légitimité appuyée par la communauté internationale, notamment après cette résolution 2797. Par le déni. De toute façon, vous savez, il y a deux choses. Il y a deux personnes. Il y a ceux qui sortent grandis de leur défaite, ce sont les sages. Il y a ceux que la défaite rabaisse. Ce sont les gens qui ne pensent pas, qui n'ont pas de philosophie dans la vie. Et donc je crois que du côté des adversaires, Polisario, quand on n'accepte pas si on accepte la défaite, il y a des manières de s'en sortir, de sauver la face. Mais quand on va dans le déni, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ils sont dans le déni. Et je crois que plus ils vont dans le déni, plus la défaite va être amère. Et
Maroc a bien voulu mettre un peu de sucre sur cette manière, c'est-à-dire donner une certaine assurance, une manière de sauver la face. Ils sont en train de la dénier, de ne rien vouloir accepter. Enfin, sur la façade, parce que peut-être qu'ils sont en train de penser. Peut-être, ils sont peut-être en train de penser. Et donc, plus ils vont aller dans le déni, plus ils vont avoir une défaite amère, plus ils vont vouloir s'adapter à la réalité, revenir, si vous voulez dire, sur le droit chemin, sur ce que la communauté internationale a reconnu, plus ils auront une manière d'en sortir grandie. Professeur Lolishki, peut-être un complément d'information. Deux petites choses peut-être. Le Sahara, on l'a récupéré en 1975 et ça y est, le problème est réglé. Ce qu'il est resté, c'est la légitimation sur le plan international. D'ailleurs, Sa Majesté avait dit que lorsqu'on aura le tampon des Nations Unies, bon, ça y est. Donc c'est la dimension internationale, internationalisée qui a été tranchée complètement disons le 31 octobre. Est-ce que vous pensez, oui. Professeur Lolishki, que je vais vous poser la même question, parce qu'on est quand même face à deux experts en la matière. Est-ce que vous pensez que l'Algérie va accepter de négocier et de se mettre à la table des négociations et d'admettre que c'est une partie prenante, comme ça a été cité plusieurs fois dans plusieurs résolutions onusiennes? Moi, je pense que l'Algérie se trouve aujourd'hui devant deux choix. Le choix de persister à dire que je ne suis pas concerné, je ne suis pas intéressé, je suis un simple observateur. Et dans le cas, la communauté internationale, ça n'est plus uniquement le Maroc. Il va lui dire, puisque vous n'êtes pas concerné par ce... Alors, laissez les pourparlers se dérouler et n'essayez pas de perturber le processus. Ça, c'est une logique. Vous ne voulez pas contribuer positivement et de manière constructive au règlement de ce différend régional, tant mieux, il n'y a aucun problème. Vous voulez une neutralité. D'ailleurs, comme le fait la Mauritanie, c'est une excellente chose. Le Maroc est bon preneur. On va voir avec nos frères sahraouis comment est-ce qu'on va faire en sorte que l'autonomie puisse être convenable à tout le monde et qu'on puisse régler ça dans l'esprit d'une réunification familiale et de retour de... Si, par contre, l'Algérie s'obstine à reposer le problème sous d'autres cieux, je ne pense pas que le contexte international s'y prête. D'accord ? D'abord parce que les États-Unis ont exprimé nettement quand même une volonté de mener un processus pour régler ce problème. Deuxièmement, la communauté internationale a voté parce que ça n'est pas, d'après la Charte des Nations Unies, ce ne sont pas uniquement les 15 membres du Conseil de sécurité qui sont tenus par la résolution. Ce sont tous les membres, y compris l'Algérie. D'accord ? Alors, ceux-là, l'Algérie va être comptable et redevable devant cette communauté internationale, pas devant nous. Nous, on a Sa Majesté et le Maroc entier a exprimé sa volonté, sa disponibilité à aller dans des négociations, à des consultations avec les États-Unis, avec les autres, pour essayer de régler ce problème. Revenons à cette question sahélienne avec vous, professeur Bassou. Pourquoi, on a parlé de ça juste avant le début de cette émission, j'aimerais bien rediscuter ce point essentiel. Aujourd'hui, il y a des instabilités un peu partout en Afrique. Nous sommes malheureusement le continent qui est le plus frappé par le terrorisme et aussi par les coups d'État, on le disait il y a quelques instants, et aussi par différentes formes d'instabilité. Je voudrais évoquer avec vous le cas du Soudan. Est-ce que le Soudan ne fait pas partie de cette région ? Pourquoi autant d'omerta sur les atrocités qui sont commises tous les jours au Soudan ? Oui, encore au Soudan, c'est un peu la tradition. Donc, c'est le pays des coups d'État. D'abord, vous avez parlé des coups d'État. C'est le pays des coups d'État. Seulement, à chaque ère, à chaque période de l'histoire, ces coups d'État.
Les coups d'État qui se passaient avant, donc qui renversaient un président et puis l'autre président revient, il domine un peu, maîtrise le pays, et puis l'autre fait un coup d'État et maîtrise le pays. Aujourd'hui, on est tombé dans une autre forme de coup d'État. D'abord, on a voulu faire un coup d'État blanc. Parce qu'au fait, quand on a fait tomber le Béchir, quand on a arrêté le Béchir par l'armée soudanaise, l'armée soudanaise, c'est le Béchir aussi. Donc, c'est la tendance frériste, la tendance frère musulman, qui voulait continuer en simulant une sorte de coup d'État. Seulement, ceux qui ont renversé le président Béchir étaient un peu une bête à deux têtes. D'une part, l'armée régulière de Burhan, mais d'autre part, une unité que le Béchir avait créée, donc du soutien rapide d'Ansari avec Hamiti. Et plus ils avançaient, plus ils divergeaient. C'est une question de pouvoir. Qui va prendre le pouvoir? Intervient alors l'élément extérieur. Les pays du monde, de la région et même dans la sphère internationale, qui chacun va appuyer la partie qui lui semble favorable. S'il n'y avait pas d'intervention étrangère, le conflit au Soudan n'existerait pas. Le conflit actuel, ce n'est plus une affaire de coup d'État sur le Béchir en 2019, non. Nous parlons aujourd'hui de la situation actuelle et qui est dangereuse. Qui est dangereuse dans la mesure où nous avons vécu en 2011 la scission du Soudan du Nord et Soudan du Sud. Est-ce qu'on n'irait pas maintenant vers une autre scission Est-Ouest avec un Darfour, avec un État au Darfour? Est-ce que finalement, si ça continue, si les atrocités continuent, on n'irait pas vers cette voie? D'ailleurs, aujourd'hui, pourquoi le Burhan est en train de dire un peu publiquement, je ne sais pas ce qu'il pense en lui-même ou dans les coulisses, de dire qu'il n'accepte aucune discussion tant que Damsari ou le soutien rapide n'est pas dissolu. C'est dans cette... Parce que je crois que ce que craint le Burhan aujourd'hui, c'est l'apparition d'une entité qui va de plus en plus devenir indépendante jusqu'à être reconnue, comme ça s'est passé pour le Soudan du Sud. Et c'est peut-être une solution que Hamiti aussi veut, parce qu'il est en train d'asseoir, si vous voulez, ces deux victoires, dernière victoire à Al-Bachir et à Babanès. Je crois que ça l'a un peu renforcé peut-être dans cette idée. Il est même en train peut-être d'établir ses lignes de défense, je crois, sur la question du Darfour. C'est une question qui touche tout le Sahel, c'est-à-dire qu'on parle du Soudan, ça a un effet domino sur tout le reste de la région, voire même qui arrive jusqu'au Maroc. On a vu avec des incidents. Portail ouest, oui. C'est la portail est du Sahel, parce que le Sahel, c'est depuis la mer Rouge, donc Soudan, jusqu'en Mauritanie et nos provinces sahariennes sur l'Atlantique. On oublie cette, c'est ça, le Sahel, cette géographie du Sahel. Vous prenez le Sahel, on peut se dire que le Soudan et ce qui se passe au Mali, ce n'est pas la même chose, ils sont reliés par le Tchad. Le Tchad est à la fois... Le Tchad, il est à la fois sous la menace de Boko Haram, du Niger, donc du lac Tchad. Du Sud, oui. Il est sous la menace de Jnim et de l'État islamique au Grand Sahara du côté du Niger. Et il est sous la pression de ce qui se passe au Soudan. Sans oublier son nord, ce qui se passe en Libye. En Libye, absolument. Et toute cette partie, elle est reliée. Donc, on en a parlé un peu, c'est un peu cette idée de complexes régionaux de sécurité. Donc, de l'école de Copenhague avec Barry Buzen, qui vous dit qu'un complexe régional de sécurité, c'est un espace où on ne peut pas étudier les questions de sécurité ou de politique dans l'une des entités sans parler des autres entités. Et je crois que c'est ça le Sahel. Impossible d'évoquer quoi que ce soit du côté atlantique ou du côté de la mer Rouge ou ce qu'ils contiennent sans parler de l'ensemble.
Professeur Oui, Loulichki, je pense un mot qu'il y sur a, moi, le je Soudan. pense qu'il faut, il faut remettre ces questions-là dans leur contexte international également. Du temps de la guerre froide, il y avait des conflits de ce genre, il y avait des coups d'État. Mais les deux grandes puissances s'arrangeaient pour que les choses ne s'enveniment pas. Il arrive toujours à calmer les esprits. D'accord ? Quitte même à ce qu'un coup d'État puisse réussir et qu'on n'en parle plus. Aujourd'hui, après la fin de la guerre froide, les conflits internes ne sont plus des conflits internes dans lesquels on ne peut pas intervenir et interférer. Auparavant, c'était attendez, non, l'ingérence dans les affaires intérieures, qu'ils se tuent, etc. Aujourd'hui, au nom de la protection des droits de l'homme, de la responsabilité protégée, les conflits internes, les guerres civiles se sont internationalisés. Et qui dit internationalisé dit que le Conseil de sécurité peut dire vous êtes en train de violer les droits de l'homme, on va vous tomber dessus. Et ça ouvre la porte aux interférences à droite et à gauche. Maintenant, le pauvre Soudan, c'est un grand pays. Et je pense qu'il y a une volonté de continuer à le désintégrer. Pour des intérêts économiques. Le Soudan, aujourd'hui, il n'a pas uniquement des problèmes au Darfour. Il a des problèmes à Abyei, il a des problèmes au Cordovan, il a des problèmes au Nil Bleu. Et la désintégration du Sud-Soudan, ce n'était pas quelque chose qui était inévitable. Il y avait une intention de diminuer ce pays qui avait une immensité extraordinaire. C'était le premier pays, c'était le deuxième pays sur le plan de superficie. Et c'était le pays où on disait qu'il pouvait nourrir toute l'Afrique. Effectivement. D'accord. Et c'est un pays où il y a une denrée très rare que les femmes aiment beaucoup parce qu'ils aiment les bijoux, par conséquent, ils aiment l'or. Et l'or est ouvre les appétits au niveau des puissances au niveau étrangères. Du Soudan, Oui. des puissances étrangères. Oui, Qu'elles soient absolument. proches, que ça soit lointain. Ça, un mot de la fin, justement. Est-ce qu'on peut reconstruire cette architecture du Grand Sud sous l'ère de la confiance ? En sachant que vous avez parlé tout à l'heure de contexte, on est vraiment en train de vivre un contexte de politique transactionnelle plus qu'institutionnelle. Alors, pour créer la confiance, je dirais il faut éliminer d'abord la méfiance. Donc, pour aller de la méfiance vers la confiance, c'est un chemin très, 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 très lent. Oui. La méfiance consiste, par exemple, à enlever les racines de l'hostilité, à faire en sorte qu'on puisse balbutier sur le plan de la coopération économique transfrontalière, par exemple, qu'on puisse ne pas lancer des campagnes sur les réseaux sociaux avec un langage guerrier, etc., etc. Parce que les accords commerciaux deviennent littéralement des instruments de puissance, plus que de libre-échange. Absolument. À partir du moment où vous créez des intérêts qui se chevauchent et qui s'entrelacent et qu'il y a une certaine indépendance, les gens réfléchiront 100 fois avant de songer à aller en guerre parce que ça serait du suicide, de l'autosuicide tout simplement. Professeur Basson. Non, peut-être que je me Vous avez parlé permets tout à l'heure de l'Alliance Atlantique, je voulais revenir, parce que là aussi l'Alliance Atlantique est menacée, on ne parle pas que d'échanges commerciaux, là on parle aussi d'alliances sécuritaires et militaires. J'irai peut-être à l'encontre de ce que prône mon cher ami Loulichki. C'est ça la richesse du politique. Il y a une chose, c'est que sans confiance et méfiance, il n'y aurait pas de monde. Le monde, c'est un peu cette transaction entre les contraires. Il est yin et yang, il est bing bang, il est dans toutes ces... Et je ne crois pas que nous puissions aller vers un monde où règne la confiance. Oui. Je crois qu'il faudrait plutôt aller dans un monde où on réduit les méfiances. Peut-être un peu, réduction des méfiances, un tout petit peu, réduire les méfiances. Est-ce qu'on peut commercer de manière égale entre tout le monde ? À ce moment-là, il n'y aurait plus de leadership dans le monde. Et je ne crois pas que l'humain puisse vivre sans cette idée de leadership, de vouloir
commercer mieux, gagner plus que l'autre, être plus que l'autre. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure des relations entre le Maroc et l'Algérie. C'est une question de leadership dans une région. C'est ce qui fait qu'on ne retrouvera jamais de confiance. On réduira peut-être les méfiances, mais on ne retrouvera pas de confiance. Et c'est pour cela que je crois que pour être réaliste dans ses ambitions, la communauté internationale doit beaucoup plus viser la réduction des méfiances que l'établissement de la confiance. Merci sur ce message très philosophique, mais en même temps hyper réaliste. Je vous remercie, messieurs, mes chers professeurs. Merci d'avoir enrichi cette discussion en marge de la 14e édition des Atlantic Dialogue. Merci beaucoup, professeur Samhoud. Et à vous aussi, merci pour la maestria avec laquelle vous avez conduit ces dialogues. Merci à vous aussi, professeur. Merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode spécial de questions d'actu que nous avons réalisé ici au Policy Center for the New South à l'occasion de la 14e édition donc, des Atlantic Dialogues qui se poursuivent jusqu'au 13 décembre sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée à tous.